Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, on espère que vous allez tous très bien, on est très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et Stan, je suis aussi un peu triste parce que c'est officiel, c'est notre dernier call sur Skype. Comment ça va? Non mais toi t'es pas sérieux, tu vois, ça fait des années maintenant, ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'on est là en train de se cacher tranquillement derrière, tu vois, dans des technologies qui datent du Moyen-Âge, des technologies du temps des pyramides, de Skype, frère. J'ai dit ça à ma copine l'autre jour, elle fait quoi, mais vous êtes encore sur Skype? Genre je lui ai dit Skype va arrêter ses services, elle fait mais ouais bien sûr je sais, mais plus personne n'utilise Skype, Teams, Zoom. Bon, si quelqu'un veut nous sponsoriser, si un service de communication veut sponsoriser les calls de Stan et Willou, on prend tout. On est très chaud. Mais ouais, c'est la fin de Skype. Un dernier call et il est important. Il est important parce qu'on connaît le dernier carré de la Ligue des Champions en 2024-2025. Il y a beaucoup de choses à raconter dessus. On va dans cette vidéo essayer de faire un sort de power ranking de 4 à 1. Qui est la meilleure équipe de ces demi-finales? Qui est la deuxième, la troisième, la quatrième? À quoi est-ce que ça ressemble aujourd'hui au 17 avril? Là, notre sorte de classement. Franchement, ça va être très très chaud, très très chaud. Mais avant, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ce tableau final. Stan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, moi, c'était ma sensation directe, coup de sifflet final. Je pense qu'on a un des plus beaux derniers carrés de l'histoire de la compétition, en tout cas de la Champions ère moderne, depuis qu'elle a changé de formule, pas la toute dernière formule, ce serait facile, mais en tout cas dans les années 90, quand ça change, que ça devient vraiment Champions League. Au moins sur les dernières années, il y en a eu quelques très belles, 2014-2015, quelques-unes ici et là, mais maintenant, avec Paris-Arsenal, Barça-Inter, 4 championnats représentés, le 5e, l'Allianz Arena. Pour la Bundesliga, ils ont le stade de la finale. Yeah, nice. 4 championnats représentés. Pour moi, cette saison, 4 des 5 meilleures équipes du monde. Tu mets Liverpool et pour moi, tu as le top 5 de la saison. Et je pense même que ça souffre pas vraiment de contestation. 4 équipes qui produisent un football extrêmement élaboré, riche, moderne. Flick, Inzaghi, Arteta, Luis Enrique. Quel magnifique quatuor. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Sur les 4 équipes, il y en a 3 qui sont encore en course pour un triplé. Paris, Inter et Barça sont tous les 3 leaders du championnat. Le Barça et le Paris Saint-Germain sont qualifiés en finale de leur coupe nationale. Le Paris Saint-Germain contre Reims et le Barça, bien sûr, contre le Real Madrid. Ça va être très très chaud. L'Inter est en demi-finale. Ils jouent leur demi-finale retour mardi ou mercredi peut-être contre l'AC Milan. Donc les 3 peuvent faire un triplé historique cette saison. 3 des équipes qui sont là en demi-finale ont fini aux 4 premières positions de la phase de Ligue, bien sûr, parce que comme on sait, le Barça avait fini 2e derrière Liverpool, l'Inter 4e et Arsenal 3e, c'est ça. Et Liverpool, le premier, a été éliminé par l'autre équipe, par le Paris Saint-Germain, qui avait fini plus bas, mais qui a sorti la meilleure équipe, en tout cas au début de cette phase de Ligue. Ouais, je pense on a aussi 2 équipes qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Paris-Arsenal, incroyable. Donc forcément, on va avoir une finale avec une équipe, un club qui a jamais remporté la LDC. Genre ça, niveau suspense, scénario, ça va être totalement fou. Et l'autre demi-finale, c'est le remake d'un des plus grands affrontements de l'histoire de cette compétition à l'ère moderne. Barça-Inter, Guardiola-Mourinho. Ça promet d'être dantesque. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si je vais trop loin. Pour moi, c'est un peu le truc que dans les dernières années, on a eu des équipes un peu intrus, ils méritaient leur place sans doute, mais qui faisaient baisser peut-être le niveau d'ensemble. Dortmund l'année dernière, Villarreal, même Mont-Noël, Leipzig en 2020 par exemple, ça ne faisait pas les demi-finales les plus spectaculaires. Aujourd'hui, je trouve on a vraiment la crème de la crème de cette saison. Je pense que hier, tu as un peu tout dit dans l'intro de ton débrief, en fait, tu vois. Déjà, toi, tu as commencé ton débrief avec de la philosophie. C'est quoi, Willou? En fait, toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi les soirs de Ligue des Champions, moi, je suis tranquille, je suis heureux, je vais aller voir ce que Willou, il va dire. Il arrive, il me sort une phrase philosophique. Je te jure, j'étais en train de réfléchir jusqu'à présent. Je sais pas ce qu'il a dit, je n'ai pas compris. Mais lui, le nouveau monde, vous annoncez le nouveau monde. Un monde d'écart et le nouveau monde entre Arsenal et le Real Madrid. Non, je te jure. Et tu as un peu tout dit hier, tu vois. Tu as un peu tout dit hier parce qu'Arsenal, déjà,
déjà pour revenir sur ce que tu as dit, les 4 équipes qui sont en demi-finale cette année en Ligue des Champions, franchement, c'est déjà extraordinaire. Maintenant, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est le fait que c'est des équipes qui, ça fait longtemps, elles ont peut-être pas atteint ce niveau-là, ou du moins, s'il y en a qui sont en train de continuer à pousser pour continuer à atteindre un certain niveau et rester à ce niveau-là. Ça, c'est le cas du Paris Saint-Germain. Je pense que 4 demi-finales en 6 ans, on a beau parler des Qataris, parler du PSG ou de quoi que ce soit, je pense que c'est une équipe qui, quand même, quels que soient les coachs qui sont passés ces dernières années, commence petit à petit à s'imposer parmi les grands Européens, même si ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions. Tu vois, je regarde aujourd'hui une équipe comme Arsenal et je me rends compte que c'est une équipe, ça fait toi-même, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, tu l'as dit dans ton intro hier, depuis 2009, je pense que c'était 2009, il me semble, la dernière fois qu'on est allé en demi-finale de Ligue des Champions. United, ouais, t'as 3 demi-finales en même pas en 20 ans ou 3 demi-finales dans ton histoire. C'est faible pour un club comme Arsenal, pour un club qui a la fanbase d'Arsenal, pour un club qui a quand même le niveau de football d'Arsenal. Normalement, on devait faire mieux. Ça montre aussi à quel point le niveau de cette compétition, il est difficile. Donc là, aujourd'hui, au niveau d'Arsenal, après avoir raté la Ligue des Champions pendant des années et des années, je pense que c'est comme une genre d'épopée. Donc ça fait plaisir, c'est une bouffée d'oxygène. Au niveau du Paris Saint-Germain, c'est une post-ère Kylian Mbappé qui est parti, qui a fait d'excellentes choses là-bas, qui a été meilleur buteur du championnat, qui a gagné le championnat et tout. Malheureusement, ils ont buté en finale Ligue des Champions face au Bayern et ensuite ils ont buté en Ligue des Champions l'année passée face à Dortmund, alors que peut-être qu'il y avait moyen de mieux faire. Cette année, ils sont de retour encore une fois, donc ça c'est top. Après, tu as les 2 autres. Les 2 autres, pour moi, c'est eux les roublards, c'est eux les anciens, tu vois. C'est eux qui te rappellent un tout petit peu que cette compétition appartient à certaines équipes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, chaque année, dans le dernier carré, tu auras toujours ce genre d'équipe-là, ce genre d'équipe historique-là. Donc du coup, le Barça, oui, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas été là, je pense 6 ans, il me semble, ou un truc comme ça, 6 ans et quelques qui n'ont pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Mais le Barça reste le Barça. Le Barça reste une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, je ne sais même pas, 5 fois, 6 fois, qui est historique, qui a un très beau football. Et donc, cette année, ils sont là, à cette place-là. Et franchement, à mon humble avis, je pense qu'ils le méritent. L'Inter, à côté, c'est une des meilleures équipes, je pense, de cette Ligue des Champions. Une des équipes les plus versatiles et les plus complètes peut-être, et aussi un finaliste d'il y a même pas 2 ans qui a l'ambition elle aussi de gagner la Ligue des Champions. Donc franchement, je pense que on pouvait pas mieux faire que ça en fait. Cette année, calmement, tu t'assois, tu aimes le football, on te dit City, il mérite, tu dis non. Le Real, il mérite, tu dis non. N'importe quelle de ces grandes équipes-là. Liverpool pas loin et le Bayern pas loin, mais on peut pas faire des demi-finales avec 6 équipes. Et donc, chacune a des circonstances atténuantes, tu vois. Donc tu peux parler du Bayern en disant, donner des circonstances atténuantes. Tu peux parler de Liverpool en disant, ils ont vraiment pas de chance d'être tombés sur Paris. Et en plus, ils sortent sur les penalties à la dernière seconde. Ça se joue sur Donnarumma, machin, tout ça. Donc ça reste le football, mais là on a vraiment des demi-finales vraiment d'exception, vraiment d'exception. Et je suis très heureux pour cela. Ouais, on va se régaler, ça va être cool. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a quelques bandits. Il y a la bande à Inzaghi qui était en finale, comme tu dis, il y a 2 ans. Il y a le Barça, le club le plus titré là des 4 demi-finalistes. Et pourtant, je me suis amusé, je suis allé regarder les effectifs pour trouver dans les 4 effectifs qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Et mec, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être parce qu'il y a un club qui a trusté quasiment toutes les Champions là, depuis 10 ans. Mais je suis allé checker au Barça, parmi les titulaires, il n'y en a qu'un seul, c'est Lewandowski. Sinon, il y a Ter Stegen, bien sûr, en 2015, et Christensen avec Chelsea. Mais comme joueur majeur là de cette saison, Ter Stegen l'aurait été s'il n'avait pas été blessé. Mais voilà, grosso modo, c'est Lewandowski. À l'Inter, il y a Arnautovic qui l'a gagné avec Mourinho en 2010. Ok. C'est comme si... Lui, le bandit originel, il est là. Et Benjamin Pavard. Pavard, ok, un vrai titulaire qui a gagné la Champions. C'est le 2e donc avec Lewandowski, on va dire. À Paris, Hakimi a gagné une Ligue des Champions officiellement avec le Real Madrid, il était dans l'effectif, mais lui-même, je pense, dirait qu'il n'a pas vraiment gagné la Champions. Si là, il l'a gagné cette saison, ce serait vraiment sa première officielle, donc je ne sais même pas si on peut vraiment le compter. Et il y a Lucas Hernandez, mais qui n'est pas un titulaire actuellement avec tous ces problèmes de blessures, la charnière qui a été trouvée côté parisien. Donc même à Paris, on ne peut pas vraiment dire. Et Arsenal, vous en avez un. C'est qui? Jorginho.
avec Chelsea. Ah ouais, c'est vrai. En Et d'ailleurs, 2021. et il se peut qu'il joue le match aller de demi-finale, vu que Comme Partey est suspendu. Partey est suspendu. Je pense qu'il y a peut-être moyen. Ouais. Effectivement. Mais voilà, c'est tout. S'il n'est pas trop blessé. Parmi les joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions, sur ces demi-finales-là, on a, si j'ai bien compté, 8 noms et grosso modo que 2 vrais titulaires. Un troisième, comme tu as dit, avec Jorginho. Donc, c'est des effectifs qui, eux, ce serait une folie. Pour le club qui gagne la Ligue des Champions, on va avoir des primos sacrés, quasiment 20 par club. Ça va être une dinguerie. Ça rajoute énormément de choses. Je pense que c'est ça qui te donne un peu le niveau de football que tu vas attendre et le niveau d'intensité et d'engagement que tu vas attendre, en fait, tu vois. Hier, j'en parlais un tout petit peu en disant que le Real, peut-être qu'ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et donc, du coup, 15 Ligues des Champions à un moment donné, quand tu arrives dans cette ambiance-là, peut-être que tu ne connais plus le goût de la chose, tu vois. Alors que là, personne ne connaît le goût de la chose. Tu peux pas être au Real, t'appeler Valero, avoir 5 Ligues des Champions et dans 15 ans, on pourra même pas discuter avec toi. Alors que là, franchement, des Barella, il y a trop de gars, ils ont faim. Ils ont faim, tu vois. Donc, ouais, ça promet. Tellement qu'ils sont à la recherche de leur première. Ouais. Pour le coup, à la rigueur, ceux qui sont le mieux servis, c'est les entraîneurs. Sur les 4 coachs, okay. On en a 2 qui ont déjà une Champions. Luis Enrique 2015 et Flick, bien sûr, avec le Bayern en 2020. Inzaghi et Arteta cherchent encore leur première et ils pourraient se retrouver en finale. D'ailleurs, Stan, je te propose qu'on y aille. Notre top 4 des demi-finalistes de la 4e à la première place. 4-2-3-1, on va faire chacun déjà notre 4e. Et ce que je vais dire, c'est que franchement, ça montre le niveau de ces demi-finales. Je trouve que quasiment tous les classements sont entendables, à part peut-être la place numéro 4. Il y a peut-être 2 équipes à laquelle je la donne pas. Et encore, c'est tellement difficile. Mais ouais, quasiment tout est entendable. Ça se joue à des marges minuscules. C'est au 17 avril aussi. Ça peut changer. Une grosse blessure, un truc, un machin. Donc aujourd'hui, quel power ranking est-ce qu'on ferait ? Et je vais te donner la tâche très très peu enviable de commencer. Qui est-ce que tu as mis 4e ? Tu sais, avec beaucoup d'humilité, en tant que petit poussé, je mets Arsenal 4e dans ce power ranking-là, tout simplement parce que tous les autres devant ont un peu plus d'expérience au courant de ces dernières années. Ils sont sur des projets aussi qui sont très cohérents, ça fonctionne bien, on voit l'évolution. Et au-delà de cela, je pense aussi que les 3 autres équipes devant cette saison, tu peux enlever Paris, mais les 2 autres ont montré des choses beaucoup plus intéressantes en fait qu'Arsenal. Et elles sont encore en lice dans leur championnat. Ça, il ne faut pas l'enlever aussi, comme tu le dis. Donc, ça montre aussi la constance dans les 2 compétitions, ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Donc, ouais, moi, je mets 4e Arsenal. Pourtant, je pense que les bookmakers n'avaient pas mis 2e, nous, la dernière fois. Ils ont dit on était les 2e. Vous étiez très, très haut, effectivement. Non, moi, je mets 4e. Je pense que ça se joue. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était aussi l'équipe que j'avais en 4. Franchement, ça se joue à pas grand-chose parce que je trouve que défensivement, vous êtes peut-être la vraie meilleure équipe d'Europe, peut-être encore plus que l'Inter, parce que l'Inter, il y a aussi des petites zones à gauche quand ils doivent défendre très bas, comme contre le Bayern, sur le côté de Di Marco, par exemple. Au lycée, il a fait des ravages et Di Marco, il revient de blessure. Ils ont perdu Dumfries aussi. Je sais pas s'il reviendra pour les demi-finales, mais s'il revient physiquement, c'est peut-être un petit peu compliqué, etc. Bon, ils protègent très très bien l'Inter, on va y revenir, protègent très bien leur axe, mais Arsenal, vous êtes méga solide défensivement, vous êtes sorti de ce double confrontation contre la voie lactée offensive du Real Madrid avec seulement un but encaissé et encore sur une erreur de Saliba, rien du tout, une déconcentration. Vous êtes très fort et vous avez aussi de la possession défensive anesthésiante, vous savez tuer un match, endormir un match. Honnêtement, c'est très dur de vous marquer un but. C'est pas pour rien que vous êtes, pour la 2e année consécutive, la meilleure défense de Première Ligue. Très, très dur de marquer des buts à Arsenal. Et ça, je dirais, c'est des 4, l'équipe que je trouve défensivement la plus robuste. Sur coup de pied arrêté, qui va être très important, je pense. Ça va être une arme hyper importante sur ces demi-finales. Parce que pour moi, on a 2 équipes très fortes sur coup de pied arrêté et au moins une assez faible sur coup de pied arrêté, voire très faible sur coup de pied arrêté. Ça pourrait faire pencher des confrontations en entier. Et vous, bien sûr, vous êtes hyper chaud là-dessus. Je trouve que vous avez montré non seulement, avec votre parcours, que vous avez passé une étape mentalement, aller au Bernabéu l'emporter, gagner ce match aller 3-0. Je pense que dans le vestiaire, après des saisons où tu flanches un petit peu sur la fin en Première Ligue et tout, je pense
il y a une odeur un petit peu différente maintenant à Arsenal. Et en plus, vous l'avez fait dans la difficulté d'avoir vécu des problèmes de blessures substantielles et d'avoir trouvé des réponses. Cette résilience-là, je pense qu'elle te donne énormément confiance en ton effectif. Il y a peut-être quelques-uns qui vont pouvoir revenir aussi. Et en fait, tu vas faire que t'améliorer. Donc ça, pour moi aussi, je le mettrais dans la colonne des forces. Et enfin, je dirais, si tu regardes, pour finir sur les forces, je dirais, si on regarde les 4 équipes là qui sont en demi-finale, vous êtes la seule à ne pas avoir tremblé en quart de finale. Paris a tremblé contre Villa, le Barça à un moment a tremblé contre Dortmund, et l'Inter, jusqu'à la dernière action de Kingsley Coman, 90+6 du match retour, ils peuvent encore se faire amener en prolongation. Vous, 3-0 l'aller, le seul moment où le monde a cru que vous étiez en train de trembler, c'est entre les matchs. Il va y avoir remontada, on ne sait jamais, l'esprit du Bernabeu, machin, etc. C'est le seul moment où peut-être Arsenal a été déséquilibré. Sur le terrain, par contre, de la 0 à la 90e aller, 0,90e retour, vous avez semblé en contrôle quasiment tout le temps. Peut-être la première période du match aller, bon, ça reste à 0-0, c'est un peu équilibré, etc. Mais derrière, pas trop inquiété. Là où je mets les nuances, ça semble fou de dire ça, mais c'était que le Real Madrid, entre guillemets. C'est-à-dire que ce match contre le Real était tellement inférieur collectivement. On sait que c'est un mauvais Real. On va en parler sur ta chaîne en discutant maintenant de la marche à suivre pour les 4 éliminés. Ça va être très, très intéressant. Mais pour moi, je ne sais pas quelles sont les conclusions définitives, totales que tu tires de ce match. Peut-être certains ont des enseignements plus forts qu'ils ont récupérés sur des tours avancés de Ligue des Champions. Le match que le Paris Saint-Germain fait à Anfield, par exemple, pour moi, ça me semble être une référence très forte. Même celui qu'ils font au Parc des Princes contre Liverpool, ça me semble être une référence très forte. Là, sortir le Real, ça fait du bien, c'est sûr, ça fait du bien. Mentalement, c'est énorme. Mais contre le Paris Saint-Germain, ouais, c'est tout de suite très, très différent comme type de match. Donc, bon, j'ai une petite légère réserve là-dessus. Je dirais le retour au Parc des Princes en demi-finale, il peut faire un peu mal. Le fait de n'avoir jamais gagné la Ligue des Champions, c'est pareil pour le Paris Saint-Germain. Mais quand même, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas connu ces tours avancés-là. Même dans l'effectif du Paris Saint-Germain, il y en a qui ont vécu des finales de Ligue des Champions. Donc comme toi, tu l'as dit, peut-être un peu d'inexpérience par rapport aux autres. Et après, moi, c'est juste une question, mais c'est est-ce que ces grandes rencontres de Champions, Arsenal, Real Madrid, voilà, c'est tout de suite un des chocs qui fait date un peu dans l'histoire récente. Qu'est-ce qui se passe après? Et moi, j'ai parfois les matchs qui font le plus de lumière, qui font le plus de bruit, il y a un petit couac derrière. Ça me rappelle un petit peu le Barça de la remontada 2017, match historique, mémorable, et derrière ça prend 3-0 contre la Juve, et en fait ça sort, et en fait il n'y avait pas tant d'enseignements à tirer que ça de ce match. Donc c'est peut-être... bon, je ne sais pas ce que ça vaut réellement, et peut-être il y a aussi un truc sur vos retours de blessures, je ne sais pas si Gabriel va revenir ou quoi, mais c'est un peu comme ça que je situerais la situation d'Arsenal. Non, mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis, franchement. Après moi, si j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est de se dire que, écoute, chaque année on a vu pas mal de fois, on nous a dit que, en fait moi, j'ai envie de dire le football il n'est pas linéaire, tu vois. Donc une saison n'est pas linéaire. Il y en a qui réussissent à décoller, genre skyrocketed, et puis hop, c'est parti, ils sont partis dans l'espace et on peut pas les toucher. Il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps, tu vois. Donc moteur à essence, moteur diesel. Donc aujourd'hui, moi je regarde un peu Arsenal et je me dis, je pense que nous on est sur une saison assez intéressante qui n'a rien à voir avec la vitesse à laquelle tu commences ta saison ou le fait que tu sois à essence ou à diesel. Ça c'est peut-être plus le Paris Saint-Germain, tu vois. Moi c'est comme ça que je vois les choses. En me disant, il y en a, ils ont commencé très slow, on les a tapés 2-0, c'était pas très compliqué, Bukayo Saka, machin. Je pense qu'on n'avait pas vraiment forcé en phase de poule chez nous, tranquille. Aujourd'hui, c'est pas la même équipe que tu vas jouer. Donc ça veut dire que les gars, eux, ils ont accéléré en fait sur le circuit, ils vont beaucoup plus vite aujourd'hui, ils sont beaucoup plus puissants, ils sont beaucoup plus rapides, donc va falloir faire attention à eux. Ils ont atteint leur vitesse de croisière, c'est ça le Paris Saint-Germain. Arsenal à côté, je pense que nous, c'est plutôt, c'est pas une question de vitesse, c'est une question aujourd'hui, comme tu l'as dit, de maturité et de vécu. Le vécu, ça fait mal. Willou, je reviens pas l'année passée, je reviens 2 ans en arrière, tu vois. Je reviens 2 ans en arrière, tu mènes dans le championnat, tu as 8 points d'avance, tout le monde pense que tu vas être champion et malheureusement, t'as pas de chance, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu perds Gabriel Saliba, tu es en Europa League si je ne m'abuse, je pense, tu perds Gabriel Saliba et tout, et en championnat te faire attraper par City. Ça, jusqu'à présent, on l'avait ici.
L'année d'après, tu la commences, tu joues la Community Shield, la Super Coupe d'Angleterre, tu tapes Manchester City. Tu te dis, ah, tu joues le match aller en octobre, tu tapes Manchester City. Tu te dis, ah, mais quand même, franchement, j'ai tapé City 2 fois cette année. Je vais gagner le titre. Bis repetita. Manchester City revient, il te retrouve. J'en parle même, j'ai des frissons. Je suis énervé. Je suis même énervé, en fait. J'en parle, je suis énervé. 2 années d'affilée, ces trouilleurs-là, ils sont venus. Ils nous ont repris, en fait, ce qui nous était dû. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Du coup, cet effectif-là, et je me rappelle l'année passée des larmes de Declan Rice à la fin de la saison sur le terrain. Il avait mal. Je me rappelle des larmes de Martin Odegaard. Cette année, je regarde cette équipe et je me dis, en championnat, ah, il nous a manqué quelque chose. Mais en Ligue des Champions, ils ont la capacité d'aller le faire. Quand tu vois l'effectif, l'osmose, je l'ai dit, Arsenal, nous, on n'est peut-être pas les plus forts, mais je pense qu'on est peut-être les plus soudés et ceux qui viennent avec le moins d'arrogance, ceux qui viennent avec le moins d'expectations et qui viennent vraiment parce qu'ils ont envie, j'ai envie de dire, de réussir, parce qu'ils ont envie d'aller gagner ce titre-là. C'est ça la force de cette équipe. Donc du coup, tu as une équipe d'Arsenal qui a eu beaucoup d'échecs, mais qui cette année, au moment où d'habitude on manque de vitamines, c'est cette année bizarrement, en avril, on a de la vitamine C. Cette année, en avril, on s'est pas découvert d'un fil. On n'est pas enrhumé. Je suis pas malade. J'ai pas la grippe. Je continue à mettre mon manteau. Si vous pensez que c'est l'été, c'est votre problème. Moi, je mets mon écharpe et j'attends calmement le mois de mai pour faire ce qu'il me plaît. Je te dis, j'y crois. Après, tu vis au Canada aussi. Ça, c'est normal. Je te dis, j'y crois. J'y crois. Je pense que cette année, il y a quelque chose qui fait que j'ai vu Declan Rice parler, j'ai vu Bukayo Saka parler et tout. Ils sont très sereins, ils sont très calmes. En fait, ils ont juste envie de prouver à tout le monde que c'est pas des tocards. Donc, moi je pense que c'est ça qui nous donne notre force par rapport aux autres. Maintenant, on empêche les autres quand même. Je trouve que les autres sont devant. Alors, justement, on rentre dans le top 3. Je me rends compte que j'ai même pas finalisé mon. En fait, j'ai fait des forces, des faiblesses de partout, mais je l'ai même pas mon classement véritablement en tête. Je crois qu'à la 3e place, je vais quand même mettre l'Inter. T'es d'accord? Non, moi j'allais mettre Paris. Ouh, ok, très intéressant. Eh ben, on va en discuter. Mais vas-y, faisons l'Inter. Yeah, tu les as mis 1? Non, l'Inter, je les ai mis 2e. L'Inter, je les ai mis 2e. Très bien. Ce qui rend les choses assez intéressantes parce que je pense que l'Inter, faut pas. Ouais, je sais chaud, pas pour toi, hein, je sais pas sur quoi tu te bases, mais. C'est serré. Je suis d'accord. Ouais, très intéressant parce qu'en plus, le retour Paris-Villa. Si on fait l'Inter, je sors de l'analyse de Inter-Bayern, le 2 partout là, d'hier soir, avant-hier soir à l'heure où les gens verront la vidéo. Ce que j'ai vu dans ce match et ce que je vois tout au long de la saison de l'Inter, c'est peut-être des 4 équipes qui restent en lice, le plan de jeu le plus rodé. Le projet de jeu le plus mature. Ça fait des années et des années et des années maintenant que sous Simone Inzaghi, ce projet de jeu gagne en maturité. Il est plus riche encore qu'en 2023. Et moi, j'ai fait la comparaison avec une sorte d'araignée bionique noire et bleue qui cherche constamment à pulvériser l'espace. C'est pas une équipe positionnelle, c'est une équipe spatiale. Hier, tu te retrouves à des moments avec Di Marco qui est ailier droit sur certaines phases, avec Darmian qui fait la course half space droit, autre côté, c'est pas Lautaro Martinez, c'est Mkhitaryan ou Çalhanoğlu. C'est des dingueries constantes leur positionnement parce qu'ils sont pas axés position. C'est pas une équipe guardiolienne qui cherche à étirer le bloc avec des positions très fixes, Henry, les crampons sur la ligne de touche. C'est une équipe en rotation systématique et on peut retrouver Acerbi parfois piston gauche sur certaines phases ou Pavard qui est au milieu de terrain et Çalhanoğlu est le défenseur central. Ils sont constamment en train de bouger, constamment en train de tourner et je pense que cette équipe qui a vécu ensemble depuis des années, qui sur les derniers mercatos avec pas beaucoup de moyens a réussi à conserver ces éléments, et ils ont constitué un cœur de joueurs qui a faim de répéter l'expérience de 2023, qui a faim de cette Ligue des Champions, qui sait jouer ensemble. Et en vrai, en foot, c'est le plus important. On voit les meilleures équipes gardent leurs meilleurs éléments. Parfois, c'est aussi simple que ça, la constitution d'effectifs. Les meilleures équipes gardent leurs meilleurs éléments, construisent année après année après année avec le même entraîneur, rôdent leurs principes de jeu. Et aujourd'hui, l'Inter des 4, mais même des 36 de la Ligue des Champions, c'est l'équipe la plus âgée. 30 ans de moyenne d'âge pour l'Inter. Personne est plus âgé que l'Inter en Champions et c'est un groupe qui a énormément vécu ensemble. Malgré cet âge,
Je trouve que quand on voit les matchs de l'Inter, c'est tellement plaisant parce que c'est une vraie équipe. La débauche d'énergie, elle est complète. Tout le monde attaque, tout le monde défend aussi. Bastoni, Acerbi attaquent régulièrement, mais Lautaro, Marcus Thuram défendent aussi énormément, font les courses de contre-pression, sont agressifs. Je pense que tout le monde finit avec 11, 12, 13 km par match, des stats énormes parce qu'il court, et même Lautaro, parfois, il est grillé sur la fin, et pourtant, il fait les courses. J'adore. Je pense qu'avec leur trio, Acerbi, Bastoni, Pavard, ils ont la meilleure charnière centrale, en attendant peut-être que Gabriel revient pour vous, mais la protection de surface dans l'axe qu'ils peuvent avoir, c'est tellement solide. Acerbi en plus fait des top matchs, même à 37 ans, c'est assez impressionnant. Bastoni est peut-être le meilleur défenseur central du monde en ce moment, dans la conversation. Il est fou dingue son niveau, et Pavard a fait un énorme match aussi, même au-delà de son but, contre le Bayern. Ils sont létals sur coup de pied arrêté. C'est, je pense, une encore meilleure équipe qu'Arsenal sur coup de pied arrêté, malgré le fait que Declan Rice ait mis 2 coups francs en direct la dernière fois, parce qu'ils ont Di Marco et Çalhanoğlu qui tirent les corners, qui tirent les coups de pied arrêtés excentrés, les coups francs excentrés, qui tirent les coups francs en direct. Akan et Di Marco ont marqué des coups francs en direct sur les dernières saisons, sur cette saison même avec l'Inter. Akan il n'y a pas longtemps même, Di Marco, il n'y a pas longtemps. Et Di Marco contre Naples, magnifique là, son coup franc contre Naples qui était extraordinaire. Sur le 1 partout, pas de gauche enroulé. Ils ont un gaucher, ils ont un droitier, ils les tirent méga bien et ils sont méga dangereux contre le Bayern. Les 2 buts qu'ils marquent, c'est sur corner. Beaucoup de buts sur corner, ils sont très forts là-dessus. Ça va jouer. Lautaro Martinez est en train d'arriver à un top niveau. Il a marqué dans les 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Je crois qu'il a 8 buts au total sur cette campagne, mais les 5 derniers il a marqué, c'est la première fois de l'histoire de l'Inter que ça se produit. Un mec qui marque sur 5 matchs de suite consécutifs en Champions. Donc il est très chaud, et ils ont la demi-finale retour à Giuseppe Meazza contre le Barça. Ça c'est un vrai argument, je pense vraiment ça peut compter. Demi-finale retour à Barcelone, on sait c'est plus dur, mais là à la maison, très cool. Et ils avaient battu Arsenal aussi sur la phase de Ligue. Donc ça, c'était aussi un match contre une équipe top 4 où ils ont montré des références. Maintenant, là où je mets des points de nuance pour l'Inter, je trouve que défensivement, ils sont pas aussi imperméables que les stats le disent. Comme on a dit, Di Marco sur le côté, je l'ai mis en lumière dans mon analyse. C'est surtout un contre-attaquant, un puncher. Lui se voit quasiment comme un ailier. Quand l'Inter doit défendre très bas, comme de longues séquences contre le Bayern, ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être qu'il manque légèrement aussi à l'Inter du star power. C'est pas pour dire qu'ils n'ont pas des joueurs élites à chaque ligne, parce qu'ils les ont. Bastoni, Barella, Lautaro pour citer que, Di Marco, ils ont de top joueurs. Mais peut-être c'est ça aussi quand tu as un système aussi bien rodé, aussi fort, c'est que je vois d'autres équipes qui ont des joueurs qui peuvent faire la différence à eux tout seuls. Dans un match, Yamal allume la lumière et c'est fini. Paris Saint-Germain, Dembélé passe 3 dribbles sur son côté et ouvre un espace à lui tout seul. L'Inter a un peu moins ces profils qui font la différence seuls, et peut-être ça peut compter sur des matchs avancés de Ligue des Champions. Je me dis aussi peut-être à l'Inter, tu parlais d'Arsenal psychologiquement, je me dis à l'Inter, ce serait intéressant de savoir, est-ce qu'ils ont encore un petit feeling d'outsider ? Je sais qu'ils ont une grosse force mentale. C'est l'Inter, c'est les bandits. Ils ont été en finale il y a 2 ans, etc. Mais est-ce qu'ils se sentent véritablement à leur place dans l'optique d'aller chasser une Ligue des Champions ? Je dis pas dans la plupart du temps, mais je dis 90e minute d'une finale de LDC. Ils sont en train de gagner 1-0, corner pour l'équipe adverse. Est-ce qu'ils sont une équipe qui résiste, qui tient et qui va chercher sa Champions, ce truc de dingue, ou est-ce qu'ils sont un peu comme l'Atlético Madrid 2014 qui en fait craque, et peut-être que c'était une équipe, je vais pas dire de loser, le terme il est beaucoup trop fort, mais est-ce qu'ils se sentent tous intérieurement des vainqueurs ? Est-ce qu'ils pensent que c'est pour eux, que c'est leur dû, comme tu as dit pour Arsenal ? Ça, je sais pas, même s'il y a des vrais vainqueurs dans cet effectif. Barella a gagné l'Euro, Lautaro Martinez a gagné la Coupe du Monde, il y a quelques gros trophées. Mais j'ai peut-être une petite réserve par rapport à l'Inter là-dessus, peut-être un petit complexe d'infériorité par rapport à quelques autres énormes clubs, comme par exemple le Barça. Et peut-être l'âge aussi, on a parlé de l'effectif le plus âgé de la Champions, sur les fins de match parfois, comme quand Di Marco il sort en tirant un petit peu la langue, la dernière 15-20 minutes contre le Bayern, au match retour, ils ont quand même pas mal souffert. Et à la fin, je me dis aussi, ce match contre le Bayern, c'était serré pour eux. Franchement, c'était serré. Si le Bayern passe, c'est pas un scandale non plus.
Donc c'est peut-être ça qui me fait les mettre un petit peu en dessous. Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire par rapport à l'Inter. J'ai envie de rajouter même un petit point, en fait plusieurs points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier, c'est les coups de pied arrêtés. Effectivement, ça c'est une équipe très dangereuse. Je lisais un article où ils disaient qu'ils avaient quoi? Ils ont marqué 11 buts cette saison sur coups de pied arrêtés, plus que n'importe quelle équipe en Serie A. Ça en fait une équipe très dangereuse. Au-delà de cela, tu regardes les corners, effectivement, à Arsenal, nous on tire les corners rentrants, la majorité des corners. À l'Inter, ils les tirent sortants. Ils ont 57% de leurs corners qui sont tirés apparemment de manière sortante, ce qui est très intéressant. Pourquoi? Nous, tu vois que c'est Saka qui tire d'un côté, Declan qui tire de l'autre, donc le ballon va vers l'intérieur, droitier, gaucher, droitier, machin et tout. De leur côté, comme tu l'as dit, c'est les Akan, les Di Marco, les machins et tout ça. Donc c'est que des corners sortants en fait, la majorité. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent deux choses. La première, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont puissants et on l'a vu hier, les Pavard, ça peut être comment il s'appelle? Ça peut être Basto. Ça peut être n'importe quel de ces joueurs-là. Bissek, l'autre jour qui a marqué sur corner. Bissek, il est grand, il est fort. Thuram, il est grand, il est fort. Tu vois, c'est une équipe qui joue beaucoup en fait sur une domination aérienne. Et ça, c'est quand même un atout qu'il faut pas enlever parce qu'on a vu cette saison mais on a même vu que le football est arrivé à un point où aujourd'hui, mieux vaut avoir, comme ils disent, plusieurs flèches à son arc, quoi. Tu vois. Sinon, tu risques de galérer ou d'arriver à un moment donné où tu manques d'idées. Donc, dans un match compliqué, l'Inter peut de différentes manières venir et décanter ce match-là. Sur les coups de pied arrêtés, et encore une fois, comme je disais sur les longs ballons, déviation de Thuram. Ils ont ce jeu-là qui fonctionne à la perfection. Et Inzaghi, il a toujours cherché ça. Inzaghi, que tu ramènes à... J'ai regardé, parce que ça m'amène à mon deuxième point. L'Inter, pour moi, attention, ils sont encore là, il n'y a rien qui a changé. Il y a 2 ans, ils ont fait finale Ligue des Champions. L'année passée, j'étais en train de voir, ils perdent face à l'Atlético. C'est le cholismo. C'est parce que Cholo est venu nous fatiguer, il a mis au penalty Inzaghi. C'est pas... Et l'année d'avant, avant d'aller en finale, ils sortent contre Liverpool en 8e et ils font un très très bon match. Ils sont pas loin de sortir Liverpool. Et depuis cette finale de Champions contre City, j'avais comparé les 11. Je crois qu'il y a 7 joueurs qui sont restés les mêmes dans le 11 de la finale. Tu te rends compte. Donc du coup, il y a des gars qui ont des traumatismes de se dire, mais à chaque année, le Scudetto, on l'a pris une fois, on va le reprendre peut-être une deuxième fois en ce mois, ils sont premiers, on va voir ce que ça va donner. Le Scudetto, c'est une chose, mais à un moment donné, la Ligue des Champions, c'est autre chose pour une équipe qui ne l'a pas gagnée depuis 2010. Donc à un moment donné, sincèrement, je pense que l'Inter est... C'est pour ça que moi, je les mets devant... c'est pour ça que je les mets à la deuxième place. Et tout. Parce que j'estime que c'est une des équipes qui est peut-être... Est-ce qu'ils sont underdog? Non. Parce que ils ont l'expérience, ils ont les joueurs et tu l'as dit en fait, c'est la gestion de l'espace et ça m'amène à mon dernier point qui me dit que c'est des demi-finales où tactiquement parlant toutes les équipes sont aguerries. En fait, pour la première fois, on n'arrive pas à un demi en se disant qu'il y a désolé pour la balle perdue, mais des FC Baraka, des Baraka FC là, tu comprends pas, des vénards qui viennent comme des peinards et nous prennent pour des Flick Inzaghi, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Mais est-ce que je dis une folie ou cette demi-finale Barça-Inter, Flick Inzaghi, deux équipes qui sont extrêmement verticales. L'Inter, on dit souvent, c'est une équipe défensive, mais à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils veulent se projeter avec une vitesse vers le but adverse. Je pense vraiment qu'on peut avoir une des demi-finales les plus divertissantes des dernières années, genre Flick Inzaghi, ça va être une folie. Ça me permet de rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure. Effectivement, moi je pense qu'on est l'équipe, nous, la plus défensive de toutes ces équipes-là. Ouais, parce que l'Inter, de où tu joues le Bayern marque, toi tu t'en fous, tu marques. Ils n'ont même pas réfléchi à savoir est-ce qu'ils allaient défendre, est-ce qu'on attend, coach, non, ça n'a rien changé dans le plan de match. En fait, but, pas but, ils s'en foutent, ils l'ont fait 2 fois. Ils l'ont fait à l'aller. Ils l'ont fait au retour. C'est incroyable quand même. Lautaro, il vient, il légalise. À l'aller aussi, c'est la même chose, le même scénario. Ils encaissent un but en fin de rencontre. Tu penses que c'est fini. Ils vont chercher la victoire. Donc, c'est une équipe, elle est dans la résilience, mais ils savent se battre, en fait. Et c'est ça aussi, le fait que des joueurs comme Barella, des joueurs comme Mkhitaryan, en plus, c'est des gars, c'est un mix entre roublardise et des très bons joueurs aussi. Tu vois, il y a... Techniquement, c'est fort ce qu'ils font. Jusqu'à présent, moi, je suis surpris. De ce milieu de l'Inter-là, on s'assoit tranquillement.
actuellement, tu ne sais pas ce qui se passe. On te dit qu'il y a une équipe, elle a un milieu, comment il s'appelle, Kalanoglou, Mkhitaryan et Barella, elle traumatise l'Europe, tu vas te dire, mais où est l'équilibre? Et pourtant, ça marche. Et ça marche, en fait. Non, franchement, c'est exceptionnel. Donc, ouais, moi, je mets l'Inter. Voilà, en deux. Donc, Barça-Inter, que tu mets 1 et 2, ça veut dire le vainqueur de cette demi-finale, ça sent bon. Pour moi, le vainqueur de cette demi-finale est le favori pour la finale, définitivement. Franchement, ouais, définitivement. Pour moi, le vainqueur de... Si c'est Paris-Inter, tu mets Inter devant. Ouais, je mets l'Inter favori pour la finale. Mais l'Inter a failli battre City. En fait, c'est qu'il y a des équipes qui, si tu regardes... En début d'année, quand ils étaient forts encore. City. Mais non, même pas. Je parle en finale de Ligue des Champions. En 2023. En 2023, j'ai dit, en fait, à un moment donné, il y a des matchs. C'est vrai. Il y a des matchs qui se jouent sur pas grand-chose et ça dépend de la force. Voilà, voilà, merci. En fait, je peux pas te dire grand-chose. C'est que des fois, c'est niveau. Des fois, c'est juste, est-ce que tu es plus tocard que l'autre? City, ce jour-là, ils font pas le match du siècle. Non, pas du tout. Ballon qui sort, Rodri qui frappe, il gagne 1-0. C'est le match le moins guardiolien de tous les matchs de Pep Guardiola. Et pourtant, il a gagné le titre 1-0, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que les Interistes, là, moi, je sais pas. Moi, ils me stressent. Je suis content de pas jouer contre eux. Parce que moi, ils me stressent. Ouais. Alors, Paris que tu mets en 3, vas-y. Paris, je les mets en numéro 3, voilà, tout simplement parce que moi, je pense que étape par étape, step by step, j'ai donné mes arguments pour l'Inter, j'ai des arguments aussi pour le Barça, mais je pense que le PSG aujourd'hui n'est pas forcément devant ces deux autres équipes-là. Les supporters du Paris Saint-Germain ne seront pas d'accord, évidemment. Paris fait une excellente deuxième partie de saison, tu vois, mais les deux autres équipes qui sont en face font d'excellentes saisons. En fait, c'est ça la différence un peu, tu vois. Tu as un Barça qui fait une saison exceptionnelle depuis le début et qui est cohérent, qui est constant malgré toutes les difficultés, ils sont premiers en Liga. Tu as un Inter qui fait une saison exceptionnelle aussi, ils ont fini top 4 en Ligue des Champions, ils ont été cohérents sur le travail en Serie A, ils ont rien lâché et puis aujourd'hui, ils sont en demi-finale et on le voit sur ces dernières années, il y a aussi une certaine récurrence. Le Paris Saint-Germain, le début de saison a été compliqué. On était là quand il faisait jouer Kang Lee-in en 9 mois. C'est comme si nous, on a oublié, ou bien c'était l'année, ou bien c'était il y a 10 ans. Non, c'était début de saison. C'était pas il y a 10 ans. Il était là. Luis Enrique, on lui pose des questions, il se fâche. Donc c'est ça, il y a plein de choses qui se sont passées en fait, tu vois. Maintenant, 2025 est arrivé, nouvel an, tout a changé au niveau du Paris Saint-Germain et depuis lors, l'équipe, elle est cohérente. Cependant, la dernière fois, lors de la double confrontation face à Aston Villa, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui est passé, mais qui n'est pas passé de la manière la plus sereine. Que ce soit au match aller ou au match retour. Et on peut donner des arguments, on peut revenir sur les débriefs si vous voulez et tout, mais ils sont pas passés de la manière la plus sereine. L'essentiel, c'est de passer. Ça veut dire que mentalement, tu as passé un palier. Tu es devenu plus fort, tu n'abandonnes pas. Dembélé est fâché, il n'est pas content du match. Ils vont rentrer dans les vestiaires, ils vont en parler en disant on est qualifié, mais on n'a rien foutu. Ça, c'est bien. Moi, c'est ça que j'aime comme attitude, tu vois. Donc, je pense que le PSG, petit à petit, cette saison, ils sont en train de monter en force. Ils sont bons en ce moment, ils sont très bons. Mais je ne pense pas que globalement parlant, j'ai envie de dire, en ce moment, ils soient... Si on parlait de vitesse de croisière, qu'il soit plus rapide en ce moment que le Barça et l'Inter. C'est la raison pour laquelle je les mets troisième. Après, ça reste une équipe qui est quand même... et en plus, ils n'ont jamais gagné de Ligue des Champions. Ils ont joué face au Bayern il y a quelques années, ils auraient dû la gagner. Et ce Bayern-là, contre qui ils ont joué en 2020, le coach qui l'a gagné, c'est un gars qui venait d'arriver et qui, out of nowhere, a gagné une Ligue des Champions. C'est pour cela que je mets le Barça premier, parce que je connais le flic là. Il y a vraiment des... Cette saison, elle est pleine d'histoires d'entraîneurs. Si Emery avait pris la remontada, s'était vengé de la remontada contre Luis Enrique, ça aurait été incroyable. Il y a 2 jours, imagine le truc. Et là, effectivement, Flick, maintenant, de retour avec le Barça. C'est une folie. Très difficile. Donc moi, j'ai effectivement Paris et Barça qui sont aux 2 premières places. J'ai du mal à les départager, je suis honnête. J'ai du mal à les départager parce que je vois des choses un peu similaires. Par exemple, sur les défauts, sur les points faibles, entre guillemets, je vois 2 équipes très jeunes, très très jeunes. Le Paris Saint-Germain, je crois, était la 4e équipe la plus jeune de la Ligue des Champions sur 36. Le Barça, c'est la plus jeune d'Espagne, d'assez loin. 2 équipes très jeunes, avec 2 entraîneurs qui, eux, ont gagné la Ligue des Champions
mais qui sont en train de modeler un groupe qui est vraiment assez inexpérimenté, tout tendre, de l'énergie, mais ok. Je dirais que les deux ont souffert sur leur match retour. Le Barça contre Dortmund et le Paris Saint-Germain contre Villa. Le Paris Saint-Germain encore plus contre Villa, mais le Barça aussi à 2-0 contre Dortmund. En plus, ils ont fait un match vraiment mauvais. C'est peut-être le pire match de la saison des deux clubs, du Paris Saint-Germain et du Barça. Donc ça, c'est les niveaux, un peu les lacunes sur lesquelles je les place sur un pied d'égalité. Si je dois dire sur les forces, les deux ont un secteur offensif délirant. Alors, les individualités sont peut-être plus fortes côté Barça. Je pense le star power qu'il y a niveau Barça, comme j'ai dit, un Yamal qui te décide un match sur un geste de génie, Pedri. Enfin, juste le fait d'avoir dans ton effectif le meilleur joueur du monde. Excuse-moi de te couper, mais la dernière fois, dans le ranking du Ballon d'Or, on en a 3 du Barça dans le top 5 déjà. Absolument. Donc, star power, Exactement. Donc, effectivement, le star power est extraordinaire. La force offensive absolue qu'ils ont. Pedri phénoménal. Et Flick, on sait que sa formule en Ligue des Champions, elle a marché il n'y a pas longtemps. 2020, c'était il n'y a pas longtemps. Ce style flickien de concéder des choses défensivement, mais c'est pas grave, on va juste marquer plus de buts et on va se procurer plus de situations. On va être vertical, tranchant, tueur. Ça a fait ses preuves et c'est en train de faire ses preuves. Et du coup, ça, c'est très très fort pour le Barça. Côté Paris Saint-Germain, je pense que le Paris Saint-Germain qu'on a vu, par exemple, contre Liverpool, l'aller, le retour, le match aller contre Villa, quelques matchs ici et là, c'est pas pour rien que c'est un Paris Saint-Germain, même si c'est la Ligue 1, qui est encore invaincu en Ligue 1, qui peut faire une saison invincible, qui est en finale de Coupe de France, qui va sans doute la gagner, qui fait cette saison énorme. Je pense le PSG, dans un soir 10 sur 10, si tu mets les 4 équipes du tableau à 10 sur 10, qui tape le plus haut, je pense que je mets Paris, même devant le Barça, parce que je les trouve extrêmement complets. Je trouve que Paris peut absolument tout faire. Offensivement, ils ont aussi la vitesse en projection qu'a le Barça. Ils ont la qualité sur jeu placé. Ils ont tout. Ils ont tout dans leur... on parlait la dernière fois des différentes manières d'attaquer, le côté soit galactique, soit transitionnel, soit positionnel, soit gegenpressing. Paris a tout. Et dans un soir 10 sur 10, ils sont terrifiants. Quand ils mettent au Parc des Princes 28 tirs à 2 à Liverpool, et que je suis allé voir ensuite sur les forums des supporters de Liverpool, et ils disent... Franchement, ça fait des années qu'on n'a pas vu une équipe comme ça. On a joué Man City en Première Ligue, mais ce match-là, on s'est fait dominer de A à Z. J'ai rarement vu mon Liverpool comme ça. Ce niveau que Paris est capable d'atteindre, ça ne veut pas dire qu'ils font 10 sur 10 à chaque match sur les deux matchs là de demi-finale, mais ce niveau qu'ils sont capables d'atteindre, peut-être je le mets genre Barça, ils peuvent monter à 10 sur 10, Paris, parfois ils montent à 10,5 sur 10. Je trouve très 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 fort, même si ça ne joue à pas grand-chose. Je pense qu'ils ont aussi des armes offensives pour faire mal dans toutes les configurations de match. Par exemple, le Barça, quand il remplace Lewandowski par Ferran Torres, ça reste une idée d'attaque de profondeur surtout. Genre Rafinha, Ferran, prendre la profondeur, etc. Je trouve que le Paris Saint-Germain a, avec le choix Doué-Barcola, de soit avoir un gars contre-attaquant, prendre le grand espace, ou alors un dynamiteur de bloc bas qui non seulement a sa qualité de dribble, mais aussi sa frappe extérieure de surface, comme le but de l'égalisation contre Villa d'ailleurs au Parc des Princes. Je trouve que ça donne vraiment des solutions offensives assez dingues à Luis Enrique. Et du coup, ça, je trouve ça très très fort. Enfin, je dirais pour le Paris Saint-Germain, un gros avantage pour eux, c'est qu'ils ont le retour au Parc des Princes. Et au Parc, très très dur à battre Paris. Yeah. Ils ont perdu contre Liverpool, c'est vrai, mais c'est le match qu'ils ne doivent pas perdre du tout. Ils dominent le match, ils ne doivent pas perdre. Ils dominent totalement, comme on dit, 28 tirs à 2. Harvey Elliott, il arrive de nulle part, avec son but là. C'est ça, exactement. Contre l'Atlético Madrid aussi, le match qu'ils perdent au Parc des Princes. Là aussi, ils dominent tout le match. Ils sont nettement au-dessus. Yeah. Donc, il est très, très dur à battre Paris au Parc. Là où on passe sur les faiblesses, je dirais à Paris, la défense des coups de pied arrêtés. Et vraiment, ça me pose problème. Genre, ça me pose un gros problème parce que c'est tellement fort et tellement récurrent. Et on a vu quelques améliorations vite fait, mais pas beaucoup, pas assez pour demi-finale de Ligue des Champions, dans un tableau où tu as Arsenal qui t'attend et l'Inter aussi de l'autre côté. Pour moi, c'est pas assez ce que montre Paris sur les coups de pied arrêtés défensifs, et ça peut vraiment être le talon d'Achille qui te fait sortir.
On en parle toute la saison, on en reparle là en avril. Ça se trouve, on en reparle dans 2 semaines en mai et Paris est sorti sur un corner. C'est fort possible, surtout qu'ils vont jouer face à une équipe qui va tenter que ça, en fait. Tu vois, nous, on va faire que ça. Nous, on va tenter vous avez eu l'occasion de voir face au Real les différentes courses des joueurs d'Arsenal en dehors de la surface de réparation. Les gars, ils explosent sur toi et tout. La manière à laquelle on a marqué beaucoup de buts, effectivement. Et même, je l'ai vu la dernière fois face à Aston Villa. Franchement, c'est ce que je disais. Je disais que Konza, il était à rien du tout. Il était à 2 cm, 2 cm de claquer un but. J'ai dit, c'est pas possible, en fait. Carrément. Et tu regardes le marquage, tu te poses des questions. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font, en fait? Comment est-ce qu'ils peuvent laisser le gars tout seul comme ça? On n'est pas à l'entraînement. Tu fais ce genre d'erreur-là face à certaines équipes et tu risques de le payer cash. Donc, oui, ils ont beaucoup de lacunes. Mais d'un autre côté, Donnarumma s'est un peu amélioré ces derniers temps, je trouve, sur les sorties, machin, tout ça, là, ici. Et même sur sa ligne, il a fait des arrêts déterminants contre Villa, etc. Effectivement, merci Didio. C'est ça, il a changé, il a changé un peu. Tout à fait. Ça c'est très vrai. Mais oui, tu as raison, Kwanza Liverpool et Konsa aussi d'Aston Villa qui avait failli marquer sur un coup de pied arrêté excentré. Ouais, Paris un petit peu vulnérable là-dessus. Si je passe aux vulnérabilités du Barça, je trouve que la jeunesse, ça peut se voir sur certains moments. Je trouve que l'effectif, c'est un peu aussi le cas au Paris Saint-Germain d'ailleurs, l'effectif il est un peu court en profondeur. Le Barça peut manquer un peu d'options. Et genre là, la blessure de Baldé, je sais pas combien de temps c'est, mais Gérard Martin, je l'ai trouvé très très en souffrance quand Duranville est entré à Dortmund. Sur son côté, il a failli le tuer. Ouais, franchement, il a pris un petit peu le bouillon. Et ça peut être un peu inquiétant. Et aussi, je vais dire, j'ai un peu axé mon débrief là-dessus, mais c'est normal quand tu as le meilleur joueur du monde. Mais ils en sont très dépendants de Pedri. Très très dépendants. Parce que la première heure de jeu contre Dortmund, où il joue pas, c'est chaud, hein. C'est pas la même équipe. C'est ça que les boys ils doivent comprendre, en fait. Moi, je leur ai dit que j'ai arrêté de regarder le foot sous le spectre des statistiques. C'est bien, chaque année, on doit voter pour le ballon d'or. Donc, il n'y a pas de problème. Que celui qui ait le plus de buts et de passes décisives gagne. Mais si c'est football seulement, mais l'enfant, là, en fait, il calme le jeu. Lui, c'est vraiment lui, on dirait t'as mal. Et puis, tu fais piqûre de morphine. C'est incroyable. Tu deviens... Pedri. En fait, le Barça, c'est des junkies de Pedri. Ils ont besoin de Pedri. C'est vrai. Ah, il rentre, il anesthésie, il contrôle le tempo, il calme tout le monde, il trouve les passes tranchantes, il bat 3 gars par le dribble. Il est vraiment injouable. La première heure contre Dortmund et la dernière demi-heure, j'ai fait 15 minutes d'analyse sur ce sujet précisément là contre Dortmund. C'est choquant la différence. Et parfois, on voit à quel point les joueurs brillent par leur absence. On voit le négatif. Quand ils sont pas là, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'était un très bon exemple. Et du coup, tu vois, Paris, il y a des joueurs qui font une très, très, très grosse saison. Vitinha, João Neves au milieu. Dembélé, Hakimi sur le côté, c'est énorme. Doué qui est en train de faire un crescendo monumental. Défenseurs qui sont chauds aussi. Nuno Mendes qui a marqué aller-retour. Mais je vois moins de dépendance à un joueur. Si demain, Dembélé est blessé, c'est un problème énorme. Mais c'est pas autant un problème que Pedri blessé, par exemple, pour le Barça. Donc ça, c'est un petit truc qui peut m'inquiéter côté barcelonais. Et enfin, le dernier, il y a le fait aussi que défensivement, ils prennent beaucoup de risques, et ça se voit. Leur ligne du hors-jeu, la plupart du temps, elle tient, mais parfois, elle tient pas. Parfois, elle est mal alignée. Deux fois. Ouais. Contre Dortmund, régulièrement, c'était mal aligné. Koundé un petit peu trop bas. Parfois, c'est Araujo un peu trop bas. Et là, ça fait un peu flipper. D'ailleurs, je dirais ces 2 points sur lesquels je mets un peu Paris et le Barça à égalité, c'est la défense basse. C'est pas trop leur truc. Ça se voit qu'ils aiment bien presser, ils aiment être très agressifs très haut, parce que quand ils doivent défendre vraiment dans leurs 25-30 mètres, ils aiment pas trop, et là, ils peuvent concéder des occasions. Mais peut-être la raison pour laquelle à la fin, c'est très dur, ça joue dans un mouchoir de poche, mais peut-être je mets Paris légèrement au-dessus du Barça. C'est un truc, j'aime bien regarder tout au long de la saison les matchs références. Et les matchs références récents, pour moi, l'Inter, ils ont battu le Bayern là très très récemment, ils les ont sortis, mais vous avez aussi battu vous en phase de ligue. Ils ont sorti du coup une des équipes du top 4. Ils ont battu une des équipes du top 4. L'Inter a battu Arsenal. Le Paris Saint-Germain a sorti Liverpool en les battant à Anfield. Une équipe est née, vrai match référence, où on les a vus dans une adversité énorme contre une des meilleures équipes du continent faire quelque chose de substantiel. Et qui est-ce qui me manque? Arsenal.
Ils ont battu le Paris Saint-Germain en début de saison. C'était un PSG différent. Le Barça, en fait, quand je regarde leur parcours récent en Ligue des Champions, c'est Benfica et Dortmund. Et bien sûr, ils ont battu le Bayern en octobre, le moment de folie où on se rend compte, waouh, c'est une grosse équipe, ils battent le Real Madrid aussi, ils ont tapé le Real Madrid à chaque fois. Mais taper le Real Madrid cette saison, c'est un peu comme on pouvait dire taper Manchester City. Tu vois, Manchester City cette saison, Real Madrid cette saison, combien de certitudes sont vraiment basées là-dessus? Et je dis pas que le Barça peut gagner la Ligue des Champions en gagnant ses 3 prochains matchs par 2 buts d'écart, je serais pas surpris. C'est une méga équipe et on assiste vraiment à une top équipe. C'est pour ça qu'on a une Ligue des Champions si relevée. C'est parce que les équipes qui restent là, elles sont à un très haut niveau. Mais presque le Barça, quand on te pose la question, c'est quoi le match référence du Barça cette saison? Le match qui te donne le plus de certitude, de conviction? J'ai pas une réponse aussi facile. Bah, c'est les classicos qui te reviennent en fait premièrement en tête. Tu vois, ça, il y a absolument rien à dire, je pense, par rapport à ça. Mais je suis très d'accord par rapport à ton point. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre ton point, mais moi j'ai compris ton point en fait. Ce que tu viens de dire là, je l'ai compris et je comprends un peu la subtilité, tu vois. Effectivement, le Barça, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que ce que tu essaies de me dire, c'est que tu penses qu'ils n'ont pas été challengés à un niveau extrême. Ouais, et c'est fort possible. Moi, je pense que le challenge au niveau du Barça, il a été autre. Effectivement, sur le terrain, j'estime qu'ils n'ont pas été challengés à un niveau extrême, tu vois. Il y a eu des matchs où ils ont galéré en championnat, ils ont perdu des points et tout. Mais on s'en rappelle, c'est parce qu'il y avait des blessés, en fait, tu vois. Il y avait Yamal qui a été blessé à un moment donné, il y a Pedri qui a été blessé à un moment donné, tu vois. Ils ont perdu la tête du championnat. À un moment donné, on pensait que le Real allait gagner le championnat, l'Atlético était deuxième et tout. Donc moi, je pense que leur challenge a plutôt été mental dans l'aspect de pouvoir à chaque fois revenir, à chaque fois essayer de repartir en fait. À chaque fois où peut-être que ces gamins-là qui sont très jeunes, je pense que tu enlèves Lewandowski de l'équipe et c'est peut-être l'effectif le plus jeune même carrément en fait. C'est Robert qui fausse tout. Bon, tu me diras que Yamal aussi peut. Et même avec lui, c'est l'effectif le plus jeune de Liga. Hein. Tu vois, donc c'est pour dire en fait, tu enlèves Robert à 37 ans ou je sais pas quoi là, et là t'as que peut-être avec Valence ça se joue. Mais tu vois, là t'as que des gamins et tout. Donc je pense que c'est plutôt le challenge mental et psychologique d'avoir réussi à chaque fois à se maintenir à un certain niveau. C'est ça que Flick il a réussi à faire pour sa première saison. Et je pense que sur ça, on peut le saluer. Maintenant, après, je suis d'accord avec toi. Effectivement, les challenges ne sont pas les mêmes. Tu as l'impression que c'est une équipe qui... En fait, le problème du Barça aussi, et ce qui peut-être nous montre cela et peut-être nous traumatise un peu, c'est que quand ils maîtrisent un match, ils maîtrisent un match. En fait, ça aussi, c'est très fort chez eux. C'est que des fois, il n'y a pas tant de demi-mesure que cela, tu vois. Ils vont maîtriser. Peut-être j'ai le match face au Benfica, le 5-4 là, le match en phase de poule, si je pense, hein, avec le but de Rafinha sur un dégagement, machin et tout cela. Peut-être que là, il y avait un bordel défensif. Mais globalement parlant, cette saison, quand ils ont maîtrisé un match, s'ils peuvent te mettre 4 buts, ils vont t'en mettre 4. Et ça arrivé plusieurs fois. Ils n'ont pas beaucoup encaissé. Ils ont réussi à tenir. C'est un peu ça leur force. Maintenant, on va voir. Pour moi, leur vrai premier challenge, je suis d'accord. Je pense que c'est l'Inter. Ça va être dur, l'Italie. Ça va être très dur parce que eux, ils savent à quoi s'attendre, l'Inter. Ils savent vraiment à quoi s'attendre. Hein. Je pense que Inzaghi, il est pas fou. Il sait très bien ce qui va se passer. Il connaît très bien tous les boys là, les Yamal, les machins et tout cela. On les a tous vus. Il sait que si Di Marco, il fait le fou derrière, les gars vont souffrir. Donc, il y a tellement de choses qui font de telle sorte que je pense que ça va être leur premier vrai challenge. C'est ça. Et il va falloir aller chercher une victoire là-bas en Italie, ou en tout cas ça va être leur challenge le plus élevé pour l'instant. C'est ça. Si on regarde là, on fait la liste des 5 meilleures équipes d'Europe, c'est-à-dire le top 4, les demi-finalistes là actuels, plus Liverpool. Tous les autres, Inter, Arsenal, Paris, ont joué des équipes de ce top 5 et ont gagné. Le Barça, ils n'en ont pas eu encore l'occasion. Je peux mettre avant que les fans du Barça, parce que je les connais, avant qu'ils nous attaquent ici, mettre l'Atlético, voilà. Je suis d'accord, exactement, c'est ce que j'allais dire. L'Atlético, ça m'intéresse. J'allais te dire, est-ce que tu es d'accord avec moi que si on doit réfléchir au match référence du Barça, c'est l'Atlético qu'on regarde. C'est ça qu'on analyse pour se dire, ok, quand vraiment ils ont été poussés, confrontés dans la douleur, dans l'extrême difficulté, par exemple ce match contre l'Atlético où ils sont menés 2-0, qui remportent 4-2, ça c'est... Mais contre l'Atlético, il y a aussi un match où, si je dis pas de bêtises, ils mènent 4-2 et ça finit 4-4 à un moment. Oui, avec Sorloth qui marque à la fin. Avec Sorloth. Donc, et ces matchs, c'est des matchs où un peu moins de contrôle que ce que les autres équipes ont montré dans d'autres rencontres. Vraiment, le Paris Saint-Germain, moi, contre Liverpool, m'a convaincu.
aller-retour, que ce soit l'aller qui surdomine, qui écrase, et le retour se qualifier en field dans cette difficulté extrême. Waouh. En fait, je pense la meilleure, c'est effectivement ce truc de jusqu'où est-ce qu'ils ont été poussés. En fait, t'as bien mis les mots sur ce que je voulais dire. Non, c'est exactement ça. C'est ça. Et dans je pense quelles difficultés on les a vus. Ouais. Et le Barça, ça veut pas dire qu'ils vont pas écraser toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer. C'est très bien possible, c'est très possible. Mais on n'a pas encore vu la difficulté aussi extrême que ce que peut-être d'autres équipes ont vu en face. Et l'Inter est une difficulté supplémentaire, si je dois faire le parallèle avec l'Atlético, parce que l'Inter et l'Atlético ne jouent pas de la même manière. En fait, tu peux avoir l'idée qu'en te disant Cholismo, machin, italien, catenaccio, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Cholismo, c'est 5 derrière, des boys talentueux devant, et puis des guerriers au milieu de terrain. L'Inter, c'est presque un football, c'est un football all press, tout terrain, c'est un football de fou. Tu vas voir encore là, il y a des Dumfries, ils sont blessés et puis tout, mais tu peux déjà imaginer, en fait, tu vois, Di Marco, Dumfries, les gars au milieu de terrain, l'activité, Thuram qui descend, Lautaro qui est un renard de temps en temps, Bastoni, les déviations. qui parfois on dirait une sorte de meneur de jeu reculé, quarterback excentré là, avec son lance-missile. Que des top ballons du pied gauche, en fait, franchement. Donc tu regardes ça et tu te dis, c'est pas la même chose que l'Atlético. L'Atlético, ils attendent, ils défendent, ils t'énervent, tu vois. Et des fois, le Barça, tu peux les énerver. Là, les Italiens, ils vont non seulement t'énerver, mais ils vont jouer au football avec toi. C'est pour ça que moi, je pense que vraiment, ça va être le Barça. C'est pour ça que pour moi, le vainqueur de cette confrontation-là est plus que favori pour la finale. Là. Franchement, en fait, dans ma tête, je me dis, Arsenal-Paris, on se connaît, on est deux petits, franchement, on peut parler jusqu'à demain, on est deux petits. On se tape l'un contre l'autre, on est heureux d'arriver en finale. Barça-Inter, le vainqueur de ce match-là, pour moi, arrive en finale avec l'ambition de se dire, j'ai pas fait tout ça pour perdre. Ça donne quoi qu'il... En fait, tu sais, Willou, moi, je suis très heureux cette année. Franchement, 2025 est une très belle année footballistique. Il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro, il n'y a rien, mais c'est cool. Mais on se régale. Mais c'est vrai, tu as raison, parce que je me disais, est-ce que l'Inter serait favori, genre contre Paris, contre Arsenal mais en fait, il faut se dire, c'est un Inter qui a sorti le Barça. S'ils vont en finale. Oui, c'est le Barça, mon gars. Ils ont sorti Yamal. Ils ont empêché Yamal de gagner. Un Inter qui a sorti le Barça, je suis d'accord, ils deviennent favoris. C'est une équipe qui empêche Yamal de gagner. En fait, Yamal, lui, il joue. Yamal, lui, c'est le boy. Il a allumé la console. Première fois qu'il a joué l'Euro, il a gagné. Première fois, il a joué la Liga, il a gagné. C'est ça. Lui, il joue un tournoi. Une fois, il le gagne. J'ai réfléchi à un truc un peu effrayant l'autre jour. Je me dis, dans 2 ans, on sera en 2027 et Yamal, il aura 19 ans. Ouais. Genre, il peut faire encore toute la fin de la saison actuelle. Peut-être ça va jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Peut-être ça fait tripler pour le Barça. Il peut faire toute une saison en plus et encore toute une saison derrière. Et il aura 19 ans. Non, tu fais le calcul, tu te projettes, tu te dis que normalement, Yamal, en 2040, il joue encore au football. Inch'Allah, quoi, s'il a rien et qu'il est en bonne santé. En 2040, on est en 2025, boy. Ça veut dire que toi et moi, on s'assoit carrément. En 2040, Milo, en 2040, on est des grands-parents. On est des tontons. Mec, gros, en 2040, il aura 32 ans, genre. C'est pas affolant du tout. En plus. Il joue sa dernière Coupe du Monde, son dernier Euro, machin, parce qu'il en a marre du foot, ça fait trop longtemps, il gagne. Il a fini. 32 ans. Modric, là, il a 39. Ça veut dire, Yamal, il peut jouer, même jusqu'en 2045, quoi. Ouais. Normal, franchement. Tout dépend après de l'évolution du physique du joueur, mais au moins, moi, je lui souhaite de pouvoir taper 32, 33, avec encore au haut niveau. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, c'est faisable. Donc, c'est pour dire, il lui reste encore trop de temps. Il a le temps, lui, il peut nous pardonner. Laisse les Saka gagner la Ligue des Champions. Il y en a, ça fait longtemps, ils cherchent. Laisse les autres gagner. Et c'est un winner. Et c'est un gagnant. Mais je vois 2 lignes supplémentaires sur mes points négatifs pour le Barça, donc je les rappelle quand même. Balde out, ça m'inquiète un petit peu. C'est dommage. Si c'est vraiment jusqu'à la fin de saison. Et le retour à Giuseppe Meazza, par rapport au retour au Parc des Princes pour Paris, peut-être ça peut jouer aussi, parce que ça peut pas être facile de se qualifier là-bas. Ils te diront que l'année qu'il y a 4 ans, ils sont venus avec un Ansu Fati et ils ont claqué un but en fin de rencontre pour gagner le but. Je m'en rappelle, Barça-Inter en Ligue des Champions. But de Ansu Fati dans le temps où Ansu Fati était le Yamal. But de Ansu Fati, t'as tout dit, je pense. Non, c'était la préhistoire, là. C'est pour dire que bon. Il avait quel âge Yamal à cette époque-là? 12 ans, 13 ans, je te dis, même pas 10 ans peut-être, je sais même pas. C'était quoi? C'était en 2020 peut-être? Ou un truc comme ça. Ça fait 5 ans déjà. Ça fait longtemps quand même. Tu te rends compte que ça fait 5 ans. On va commencer à parler en année avant Yamal et après Yamal. Avant les 17 ans de Yamal et après les 17 ans de Yamal. Incroyable. Écoutez, on a notre top 4 qui est vraiment qui peut changer à tout moment. Là, dans 5 secondes, j'éternue et mon top 4 peut changer. On va faire maintenant les autres. Ceux qui sont sortis. Aston Villa, Bayern,
Real Madrid. Et qui d'autre? Qui est-ce qui me manque? Aston Villa, Dortmund. Et Dortmund. Qu'est-ce qui, eux, les attend? Rendez-vous sur la chaîne de Stan pour ça. Merci d'avoir été là, les potes. Et on se dit à très vite. Allez l'OL. Bisous. Ciao.